avoir une première session donc consacrée au HPV et à la vaccination, et une deuxième session consacrée à la campagne menée en classe de 5e. Vous pourrez également poser vos questions à l'adresse mail qu'on vous rappellera et qui figure également dans le chat. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos spécialistes. Merci beaucoup. Vous pouvez compléter votre présentation. Donc, moi, je suis le professeur Botello-Nevers, infectiologue effectivement au CHU de Saint-Étienne. Professeur Amandine Gagne-Brunon, également infectiologue au CHU de Saint-Étienne. Donc, on va aujourd'hui décliner cette présentation de ce webinaire autour de 2 thèmes, les papillomavirus humains et la vaccination. Et enfin, on redonnera la main à l'ARS pour évoquer plus spécifiquement les aspects pratiques de la campagne de vaccination en milieu scolaire. Donc, on va commencer effectivement par voir ce que sont ces papillomavirus humains, puisque effectivement, on verra qu'il y en a beaucoup. Il faut savoir que les papillomavirus humains sont des virus finalement très fréquents. Et dans la population générale, on considère qu'au cours de la vie, 80% de la population, donc 80% des personnes qui vivent dans notre population en général, vont être en contact ou ont déjà été en contact avec ces virus. C'est des virus qui sont hautement transmissibles de personne à personne, qui vont se transmettre notamment au cours de rapports sexuels ou en tout cas de contacts lors de préliminaires. Et contrairement à d'autres virus qui vont pouvoir se transmettre par voie sexuelle, les papillomavirus vont pouvoir se transmettre par simple contact au niveau notamment des muqueuses, et donc que ce soit avec ou sans pénétration. Et donc, ça va être des virus qui vont pouvoir se transmettre assez facilement. Il y a plus de 200 types de papillomavirus différents. Certains vont infecter les muqueuses, d'autres vont plutôt infecter la peau. Et ceux qui vont infecter notamment les muqueuses et les muqueuses génitales, où on le verra au niveau des muqueuses, par exemple, de la gorge, vont pouvoir, pour certains, entraîner des tumeurs bénignes. Donc, pour ce qui est de certains tumeurs au niveau des parties génitales, on va parler de condylomes, de verrues génitales. Et puis, on va avoir d'autres papillomavirus qui vont être capables d'entraîner des tumeurs malignes, donc des cancers. Et c'est bien notamment ceux-là qu'on va essayer d'éviter par la vaccination, on y reviendra. Donc, dans beaucoup de situations, on va pouvoir initialement éliminer ces papillomavirus, mais dans un certain nombre de cas, les infections vont persister et c'est justement ces infections qui persistent qui posent souci. Donc, habituellement, comme je le disais, après un premier contact avec ces papillomavirus, on va pouvoir s'en débarrasser spontanément, mais dans une petite proportion de cas, on considère donc 10%, on va avoir une évolution vers une maladie qui va être liée à une infection persistante. Et donc, parmi ces maladies, il y a essentiellement, vous le voyez en bas, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, essentiellement des verrues anogénitales, mais quand même également, pour ce qui est des données chez la femme, ici en bleu, des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Des lésions précancéreuses également d'autres localisations de type organes génitaux féminins, mais également au niveau de l'anus chez la femme et chez l'homme. Bien sûr, quand ces lésions ensuite évoluent, on va avoir des cancers du col de l'utérus qui sont bien connus, liés au papillomavirus depuis plus longtemps. Mais de façon plus récente, on sait aussi que un certain nombre de cancers de la sphère ORL, donc bouche, gorge, vont être liés au papillomavirus, à la fois chez les femmes, mais également chez les hommes, comme vous pouvez le voir ici. Donc plus de quasiment 1700 cancers liés à ces papillomavirus, donc y compris chez des gens qui ne fument pas, qui ne consomment pas d'alcool. On va aussi avoir des cancers de l'anus et puis des cancers aussi du pénis ou de la vulve et du vagin. Donc, un poids qui est relativement important. Et ce poids relativement important avec ces lésions qui
peuvent aller vers des lésions cancéreuses, il est, comme on le disait tout à l'heure, lié au fait que dans certaines situations, avec certains papillomavirus en particulier, et puis aussi avec certaines caractéristiques propres à l'individu qui est infecté, on va avoir une évolution qui va se faire progressivement, donc sur une quinzaine d'années, vers des lésions précancéreuses puis cancéreuses. Et notamment, ça explique que certains cancers liés au papillomavirus vont survenir chez des gens relativement jeunes, la trentaine, la quarantaine. Et ce sont également, pour certains, des cancers, donc par exemple au niveau du col de l'utérus, au niveau du canal anal, mais même au niveau éventuellement de la gorge, des cancers qui ne vont pas toujours être diagnostiqués très précocement et qui vont avoir un impact important avec des prises en charge compliquées. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour les données uniquement en France, ces papillomavirus sont responsables de plus de 6000 cancers par an en France. Donc, bien sûr, des cancers du col, on l'a vu tout à l'heure, avec globalement sur les 3000 et quelques cancers du col, un tiers qui vont être associés à des décès. Donc ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, surtout que c'est des cancers qu'on peut prévenir. Comme on l'a vu, ces cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus, donc c'est des cancers qui sont évitables. On a également chez les hommes et chez les femmes 88% des cancers de l'anus qui sont donc liés au papillomavirus. Et puis, je vous disais donc tout à l'heure ce chiffre de globalement plus de 1500 cas, mais ça représente à peu près 35% des cancers de la sphère ORL en France, qui touchent les hommes et les femmes, sont liés à ces papillomavirus. Et puis, on parle beaucoup des cancers liés au papillomavirus chez les femmes, mais on a vu à l'instant les cancers ORL, les cancers de l'anus qui peuvent toucher également bien sûr les hommes. Et finalement, plus de 25% des cancers provoqués par ces papillomavirus touchent les hommes aussi. On verra tout à l'heure, ça explique qu'il faut également protéger les jeunes garçons. Alors effectivement, Elisabeth vient de vous montrer à quel point HPV pouvait avoir un impact important à la fois en termes de cancer, mais aussi sur des pathologies gênantes comme les condylomes. Et aujourd'hui, nous disposons d'un vaccin efficace qui cible les 7 papillomavirus les plus fréquemment responsables de cancer. Et ce vaccin permet de réduire le risque de cancer de près de 90%, c'est-à-dire que lorsque dans une population, on a sur 100 personnes non vaccinées, 20 personnes qui vont développer un cancer, alors c'est globalement, c'est pour imager et pour que ce soit simple, on n'a pas 20% de la population qui développe un cancer. Et ben dans le groupe des vaccinés, on n'aurait que à peu près 2 personnes qui auraient le cancer. C'est la même chose pour les condylomes. Donc, le vaccin qu'on utilise actuellement, le Gardasil 9, cible les HPV les plus fréquemment responsables de condylomes, donc de ces verrues anogénitales. Et le schéma de vaccination est tel qu'un enfant, un adolescent qui est vacciné entre 11 et 14 ans va recevoir 2 doses de vaccin à 6 mois d'intervalle. Et au-delà de 14 ans révolus, c'est-à-dire à partir de 15 ans, un enfant recevra 3 doses de vaccin à M0 2 mois plus tard et 6 mois après. Alors pourquoi il y a un différentiel de nombre de doses entre être vacciné avant 15 ans et après 15 ans? C'est parce que tout simplement, plus on vaccine tôt, plus la réponse immunitaire est intense et cette réponse immunitaire intense va être associée à une durabilité de l'effet protecteur. Ce vaccin est un vaccin sûr. Il a été reconnu par l'OMS comme un vaccin avec un excellent profil de sécurité, avec plus de 100 millions de doses administrées dans le monde. Et globalement, d'un grand nombre de pays ont implémenté la vaccination HPV dans leurs programmes nationaux de vaccination, et notamment certains pays avec une vaccination en milieu scolaire. Alors, il y a très peu de contre-indications à la vaccination contre HPV. Globalement, c'est une allergie à un composant du vaccin. Donc, on est sur une notion finalement, s'il n'y a pas eu d'allergie à un autre vaccin et surtout à un vaccin Gardasil que finalement les enfants n'auront pas reçu dans cette campagne de vaccination, il n'y a pas de contre-indication. Une précaution, en cas de maladie aiguë avec fièvre, on peut différer la vaccination. C'est un point discutable, mais en tout cas, ça figure dans les résumés de caractéristiques des produits du vaccin. Concernant les effets indésirables,
très fréquemment des effets qui sont liés à ce qu'on appelle la réactogénicité. Donc finalement, des effets attendus de la vaccination liés au réveil du système immunitaire. C'est essentiellement des douleurs au point d'injection et une rougeur, et fréquemment également de la fièvre et des douleurs musculaires ou articulaires qui ne vont pas persister, et un peu plus rarement quand même des malaises, et extrêmement rarement des malaises tout à fait réversibles de manière rarement, et extrêmement rarement des réactions allergiques plus sévères qui nécessitent une prise en charge spécialisée. C'est la raison pour laquelle les équipes de vaccination sont spécifiquement formées à prendre en charge cette complication rarissime. Tous les effets indésirables décrits par cette vaccination sont décrits dans la base de données publique médicaments, et il faut savoir qu'il convient, même si on n'est pas certain d'un lien éventuel de causalité ou non, de déclarer tous les événements qui apparaissent secondairement à une vaccination sur le site signalement-santé.gouv, et qu'on peut signaler ces événements en tant que professionnel, mais également en tant que patient, parent, et également les industriels sont dans l'obligation de signaler. Donc la vaccination, elle est recommandée en France dès 11 ans. Cette recommandation, elle est ancienne chez les filles, puisqu'elle date de 2007, et elle est plus récente chez les garçons, avec une prise en charge de cette vaccination par l'assurance maladie chez les garçons depuis 2021. On peut peut-être expliquer le pourquoi de cette différence. C'est qu'effectivement, la France avait fait le choix de vacciner d'abord les filles si on obtenait une couverture vaccinale importante, de protéger les filles, et à terme, par un effet, ce qu'on appelle l'immunité de groupe, c'est-à-dire que les filles n'étant pas infectées, finalement, les garçons ne l'étaient pas aussi. Et dans certains pays où on a vacciné uniquement les filles, mais avec des forts taux de couverture vaccinale, la majorité, l'immense majorité des jeunes filles vaccinées, on a vu diminuer les infections à papillomavirus chez les garçons qui pourtant n'étaient pas vaccinés. En France, nous n'avons pas jusqu'à présent obtenu une couverture vaccinale suffisante. Donc, c'est-à-dire que les jeunes filles vaccinées sont protégées pour elles et éventuellement, bien sûr, ne transmettront pas de virus à leurs partenaires. Par contre, comme on a trop peu de jeunes filles vaccinées, finalement, les garçons n'étaient pas protégés. D'où l'intérêt de vacciner les garçons et les filles pour les protéger eux-mêmes de ces infections à papillomavirus et de leurs conséquences. Donc globalement, pour le schéma de vaccination, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 doses entre 11 et 14 ans, et à partir de 15 ans, un schéma à 3 doses. Depuis très longtemps, on a une recommandation, parce qu'on sait que c'est une population plus à risque d'infection à HPV chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, qui nous permettent de vacciner jusqu'à 26 ans. Objectivement, c'est ce qu'on dit assez fréquemment, on ne demande pas l'orientation sexuelle de tous les garçons qui souhaitent se faire vacciner au-delà de 26 ans. On va considérer qu'on ne peut pas toujours préjuger de ce qui va se passer dans l'avenir, et donc on peut tout à fait les vacciner et il sera pris en charge. Plus tôt on se fait vacciner, plus le vaccin est efficace en termes de réponse immunitaire. Et il est bien entendu possible de se faire vacciner après le début de la vie sexuelle. Bien entendu, vacciner tôt permet qu'on n'ait pas encore rencontré de papillomavirus, et donc quelque part, on a plus de chances que le vaccin nous protège d'un plus grand nombre de papillomavirus. Alors que finalement, si on arrive et qu'on attend le début de sa vie sexuelle pour se vacciner contre HPV, malheureusement, on en a peut-être déjà rencontré un, qu'on a du mal à éliminer, et l'efficacité est un peu moins bonne. D'ailleurs, l'efficacité en vie réelle en Suède, où le taux de couverture vaccinale est très élevé, à plus de 80%, on voit bien qu'elle est excellente chez les jeunes filles qui ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans, et qu'elle est un peu moins bonne quand même lorsqu'on vaccine au-delà de 17 ans. Donc vraiment, cette vaccination tôt, elle permet en fait de protéger très efficacement et surtout aussi longtemps. Et finalement, c'est le principe de tous les vaccins, c'est-à-dire que l'objectif d'un vaccin, c'est d'éduquer le système immunitaire de la personne avant de rencontrer le microbe, et qu'à ce moment-là, on soit prêt à être protégé finalement. Et là, c'est exactement la même chose. Concernant le coût, c'est un vaccin qui est pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de 65%. Le reste à charge étant pris en compte par la plupart des complémentaires santé, enfin toutes les complémentaires santé, et elle est complète pour les personnes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. On reviendra un petit peu sur cette problématique de coût dans l'organisation de cette campagne vaccinale, puisque dans le cadre de la campagne vaccinale, il sera mis à disposition gratuitement.
Malheureusement, la France n'a pas les taux de couverture vaccinale de nos voisins européens qui avoisinent notamment pour le Royaume-Uni, le Portugal, plus de 80 à 90% des adolescents vaccinés. En France, les jeunes filles âgées de 16 ans, seulement 41,5% ont reçu un schéma complet. Et les garçons, on n'a pas encore de schéma complet, on n'a pas encore toutes les données de schéma complet puisque la vaccination a été implémentée beaucoup plus tardivement, mais seulement 13% des garçons de 15 ans ont reçu au moins une dose. Il faut noter que dans les pays dont Amandine parlait, c'est une vaccination qui est recommandée. On n'est pas sur la vaccination obligatoire. Et on voit que nos voisins, finalement, ont fait le choix de vacciner leurs enfants parce qu'effectivement, il y a des données très solides dans la littérature sur la protection liée à ces vaccins. Malheureusement, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'est pas meilleur que dans les autres régions de métropole, avec des couvertures vaccinales qui sont proches de la valeur nationale et quelques disparités entre certains départements, avec quelques départements, malheureusement, où la couverture vaccinale est la plus faible. Et à notre grand désarroi, le département de la Loire, mais également l'Ardèche, la Haute-Savoie et la Drôme. Et c'est probablement tendu par de fortes inégalités socio-territoriales au sein de certains départements et aussi sur des problématiques de démographie médicale dans ces départements. On sait bien que plus la démographie médicale est en tout cas suffisante ou plus importante, plus la couverture vaccinale est élevée. L'objectif de couverture vaccinale en France d'ici 2030, c'est 80%. Pourquoi cet objectif de 80%? Parce qu'on sait qu'à 80% de couverture vaccinale, on a justement cette immunité de groupe et qu'on réduit très nettement la circulation des papillomavirus en communauté. Et en tout cas, on sait aussi que dans les pays où on a atteint un taux de couverture vaccinale de plus de 80% chez les jeunes filles, on a vu une réduction importante des infections à HPV et également des cancers HPV induits. Initialement, il était prévu d'éliminer les cancers HPV induits en Australie d'ici 2090. L'Australie a revu ses objectifs et globalement, d'ici moins de 20 ans, il ne devrait plus y avoir en Australie de cancers HPV induits. L'objectif de 80%, c'est aussi l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, alors essentiellement pour les jeunes filles, puisqu'on sait que quand on dépasse 80% et que notamment dans les pays en voie de développement, la vraie problématique, c'est l'importance et le poids des cancers du col de l'utérus. Alors, quels sont les freins à cette vaccination HPV ? Finalement, pourquoi on n'arrive pas à atteindre cette couverture vaccinale cible de 80% alors qu'on a un vaccin qui est recommandé depuis 2007 ? Tout simplement parce que peut-être que les papillomavirus humains sont trop méconnus des parents et des adolescents, encore plus chez les garçons et leurs parents. La méconnaissance des risques de la non-vaccination, c'est-à-dire finalement parfois on ne sait pas bien à quoi on s'expose en n'étant pas vacciné, alors que finalement on a une peur parfois irrationnelle d'effets secondaires et d'événements indésirables qui finalement ne sont pas là puisqu'on est sur un vaccin dont le profil de sécurité est extrêmement sûr. On parle aussi de vaccins relativement récents. Bon, un vaccin développé en 2006, en 2023, nous dire que c'est un vaccin relativement récent alors que plus de 90% de la vaccination a été vaccinée contre le Covid et à juste titre, on voit bien qu'on a largement le recul d'utilisation de cette vaccination. Un sujet complexe, un tabou car lié à la sexualité. Dans certains esprits, on se dit que de vacciner des jeunes filles contre HPV, c'est finalement favoriser une sexualité précoce. Il y a de nombreuses études qui ont montré que justement, plus les jeunes filles étaient sensibilisées, et notamment sensibilisées et vaccinées contre HPV, plus finalement la prise de décision avant les premiers rapports sexuels était raisonnée et raisonnable, et donc finalement, elles n'avaient pas une sexualité plus précoce que les autres. La problématique d'accès aux professionnels de santé et notamment aux médecins traitants. Vous présentez là la campagne mise en place dans la région. Donc le président de la République a annoncé le 28 février dernier, à l'occasion d'une visite dans un collège de Charente, la généralisation de la vaccination contre les papillomavirus dans les collèges pour les élèves de 5e. Donc cette annonce fait suite à une expérimentation dans la région Grand Est qui a montré de bons résultats. La vaccination, comme ça vous a été présenté précédemment, donc est recommandée pour les garçons et les filles de 11 à 14 ans avec un schéma à 2 doses. Et vous voyez, ça rentre bien, donc les 11-14 ans, donc on est bien, ça correspond à l'âge des enfants scolarisés en classe de 5e. Donc on a estimé en Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y a donc cette année
scolaire 103 910 élèves, excusez-moi, dont 77 159 en collège public. Les collèges privés sous contrat volontaire dans la région, il y a 300 collèges. L'objectif, au-delà donc de l'objectif de 80% de couverture vaccinale, c'est de toucher cette première année 30% des élèves de 5e dès cette première année. L'organisation, donc pour vous, donc il y a la mise en place d'un comité régional, donc il a été mis en place le 8 septembre. Cette organisation est assurée par l'ARS avec le concours des rectorats. Et dans ce comité de pilotage, donc l'ensemble des parties intéressées y ont participé, donc ce soit donc des professionnels de l'ARS, c'est des professionnels de l'éducation nationale. Il y avait également l'assurance maladie. Il y avait des représentants des centres de vaccination qui sont les effecteurs qui vont venir dans vos collèges vacciner les élèves de 5e. Il y avait également des représentants des professionnels de santé libéraux, donc les URPS, médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens, et il y avait aussi des représentants du Conseil de l'ordre. Donc là, il y a un pilotage régional, en sachant qu'après, la mise en œuvre, elle se fait au niveau départemental. Et la mise en œuvre est assurée par les délégations départementales des ARS, des DAZEN, en lien avec les centres de vaccination qui vont être les effecteurs. Alors, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas les centres de vaccination, donc ce sont des centres dont leur activité est la vaccination, quelle qu'elle soit. Ce sont des centres qui sont habilités par les agences régionales de santé et qui sont financés par l'agence régionale de santé. À peu près, il y a au minimum un centre de vaccination par département, avec pour les gros départements des antennes. Donc ce sont ces centres qui ont la connaissance de la vaccination, qui vont venir dans vos collèges. Ces actions donc qu'on appelle hors les murs, parce qu'ils sortent de leur site principal, ils en ont l'habitude. Ils ont l'habitude de venir vacciner auprès des populations précaires ou éloignées du système de santé. Donc, on peut avoir confiance en ces effecteurs. La diapositive suivante. Donc, il y a une instruction pour préciser exactement ce qui est attendu du personnel des établissements scolaires. Donc, il y a une instruction interministérielle du 19 juin signé à la fois par le ministre de la Santé et de la Prévention et signé aussi par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Donc, qui précise l'organisation et les modalités de suivi de cette campagne. Donc, cette instruction précise très bien ce qui est attendu par les professionnels des établissements scolaires. Donc, c'est l'information des élèves et de leurs parents. Il y a eu la transmission au mois de juin dernier aux parents d'élèves de 6e d'une information sur la campagne qui allait être mise en place cette année scolaire. Il y a aussi la transmission à tous les parents d'élèves de 5e d'un courrier d'information, d'un flyer avec l'autorisation parentale que les parents doivent signer et renvoyer. Idéalement, on espère des actions de sensibilisation auprès des élèves et des parents, notamment via les enseignements de SVT ou des infirmières scolaires. Le recueil des autorisations, donc on demande bien que les deux parents signent l'autorisation. Donc elle va être envoyée sous enveloppe cachetée et c'est les centres de vaccination qui vont être destinataires de ces autorisations. Les enveloppes seront décachetées par les centres de vaccination et c'est ces centres qui vont établir la liste des élèves souhaitant être vaccinés et en écartant donc les élèves qui n'auraient pas eu, où nous n'aurions pas reçu l'autorisation parentale. Les établissements scolaires donc doivent préparer les locaux les jours de vaccination. Donc ces jours vont être définis entre le centre de vaccination et les professionnels de l'établissement en fonction du nombre d'élèves à vacciner.
Et donc les professionnels des établissements scolaires vont assurer l'accueil et l'aide à la surveillance des élèves lors de la vaccination. Donc il est demandé, après qu'un élève soit vacciné, un délai de surveillance de 15 minutes. Un délai de surveillance, donc l'enfant après la vaccination s'assied et tranquillement on le surveille pour voir comment s'est déroulée la vaccination. J'ai parlé des locaux, bien sûr, donc ces locaux doivent avoir des conditions d'accueil acceptables de point de vue d'hygiène. Il faut aussi, par exemple, qu'il n'y ait pas de promiscuité dans la salle d'attente, hein, et puis voilà, que la discrétion puisse être assurée. Diapositive suivante. Donc les enjeux c'est de mieux faire connaître la vaccination HPV et ses bénéfices auprès des parents et des adolescents. C'est l'Institut national de lutte contre le cancer, l'INCa, qui est en charge de cette campagne de communication. On y reviendra plus loin. Et l'autre enjeu d'information, c'est de s'appuyer sur les professionnels de santé et les éducateurs pour informer parents et adolescents. Donc, les professionnels de l'éducation nationale vont recevoir ou ont reçu, je l'espère, des outils pour pouvoir animer des séances d'information des élèves ou éventuellement des parents. Diapositive suivante. Donc, concernant les outils mis à disposition. Donc, pour les professionnels de santé, donc, il y a un dépliant sur les arguments clés pour répondre aux patients. Donc, un document qui a été conçu par l'éducation, par l'INCa. Diapositive suivante. Donc, pour les professionnels de l'enseignement, donc il y a un mémo qui a été réalisé, donc avec le contexte, la vaccination contre le HPV et les réponses aux principales questions que pourraient poser les élèves. Et il y a un dossier pédagogique également, donc avec une fiche enseignant et une fiche pour les élèves pour aborder le sujet en classe. Donc ces séances d'information, bien sûr, elles sont sur la base du volontariat, en fonction bien sûr, de la volonté des enseignants. Et il y a aussi une vidéo pédagogique sur la vaccination contre les HPV à la disposition des professionnels de l'enseignement. Diapositive suivante. Donc, les parents, donc, ils ont reçu à la rentrée un dépliant d'information avec un courrier et l'autorisation qu'ils vont devoir signer et faire renvoyer au centre de vaccination. Il y a également un webinaire à destination des associations de parents d'élèves. Donc, c'est ce webinaire auquel vous avez été invité. L'ARS a organisé 5 webinaires, un à destination des professionnels de santé, donc des centres de vaccination et des libéraux, a organisé 2 webinaires destinés aux associations de parents d'élèves, dont aujourd'hui, et 2 webinaires destinés aux professionnels de l'enseignement. Et il y a une campagne, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans vos radios, il y a une campagne média nationale et régionale sur la vaccination HPV. Et pour les enfants donc scolarisés, dans les établissements, il y a la possibilité de mettre des affiches. Il y a également un journal d'information et il y a des vidéos disponibles sur les papillomavirus et sur la vaccination contre le HPV. Diapositive suivante. Donc, comme je vous l'ai précisé, donc c'est l'Institut national de lutte contre le cancer qui est en charge de la communication. Donc, il y a une campagne de presse généraliste et spécialisée. Il y a aussi une campagne digitale, donc avec un partenariat avec Doctolib sur les réseaux sociaux et un affichage dynamique dans les différentes maisons de santé du territoire. Au niveau régional, donc l'ARS, en lien avec les professionnels de santé de l'éducation nationale, donc nous avons mis en place 5 webinaires. Et il y a des informations sur le site internet de l'ARS, donc ils sont actualisés très régulièrement. Je vais aller à lire. Et il y a aussi la mise à disposition d'une fiche pratique pour organiser la journée de vaccination. Donc ça, c'est pour
c'est pour les professionnels de l'éducation nationale. Tous les documents donc conçus par l'INCa sont disponibles en téléchargement sur leur site. Diapositive suivante. Donc, c'est pour vous donner le lien vers le site de l'Institut national du cancer, le lien vers le site de l'ARS. Donc, sachez que cette intervention donc, a été enregistrée, qu'elle sera disponible ainsi que le diaporama de présentation sur notre site Internet. Donc, ça, d'ici quelques jours. Donc là, vous avez la possibilité, puisqu'on a du temps, de poser vos questions. Mais si vous avez d'autres questions à nous poser dans les prochains jours, je vous ai mis l'adresse mail pour nous écrire. Donc si vous avez le temps de le copier, sinon elle est marquée dans le chat. Je crois que la diapo suivante, c'est pour vous remercier de votre attention.